Lorsque nous nous sommes quittés dans le dernier entretien, Oui, tu étais dans la période de découverte de la vidéo, oui, avec oui, les bien sûr. installations, vidéo Perrette, et tu as commencé à nous dire un mot des tétologies qui ont été la première véritable expérience vidéo, enfin celle qui a la Ben, première marquée, où tu es sorti un peu de l'anonymat et où on a parlé de toi comme un vidéaste. en fait, on avait monté donc un centre de diffusion vidéo dont on a déjà parlé. Et comme il y avait très peu de vidéos à l'époque, nous-mêmes, on faisait nos performances dont on a parlé. C'était la découverte de la vidéo, du circuit fermé, etc. Mais les tautologiques, ça a été le premier spectacle. C'est la première fois qu'on a fait vraiment du spectacle parce que la vidéo, la performance, en fait, c'était dans le milieu de la galerie, quoi. C'était vraiment Oui, on est sorti à ce moment-là de la de la galerie, galerie, du milieu des de arts plastiques performance et de et de l'environnement. performance qui se faisait et Mhm. d'environnement pour arriver véritablement dans la vidéo et le spectacle. Parce que, mais je crois qu'on a parlé la dernière fois, c'était la première fois où on pouvait boucler les postes entre eux, où on avait des petits appareils qui ont permis de synchroniser les images. Donc ça, je crois qu'on en a parlé pas mal, mais véritablement, moi, j'ai commencé le spectacle là, et je t'avais dit aussi, ce voyage avec Roberto Atman et d'autres personnes à Hambourg, où j'ai vu la première fois un opéra de Kagel, euh, vraiment avec des petits gestes dérisoires, etc. Je crois que c'est ce qui m'a plus ou moins inspiré les tautologiques. Hein. Alors c'est assez amusant, peut-être ça mériterait peut-être d'approfondir. Kagel, musicien, qui lui Fait du théâtre. expérimente, fait du théâtre musical, et toi tu es peintre en train de découvrir les technologies, disons de la vidéo, Oui, pour absolument, simplifier, oui. et là tu te dis, il faut peut-être il faut peut-être que je me tourne vers le théâtre. Oui, absolument, parce que en découvrant Kagel, musicien, compositeur, lui, ça porte un nom que je n'oserais prononcer en allemand, donc a fait toute une série de théâtre musical. Tout à fait. Et donc, je pense que inconsciemment d'avoir vu ça m'a amené vers le vidéo spectacle. Et comme aussi dans Kagel, et moi j'avais un peu ce sens de la dérision, on en a parlé du jeu avec le spectateur, on n'appelait pas ça vidéothéâtre, j'ai voulu appeler ça vidéothéâtrie pour mettre un petit recul. Bon, ouais, c'est de la coquetterie, mais faut penser qu'à l'époque, jamais on avait vu un spectacle vidéo sur la scène. Et donc j'ai raconté aussi comment c'est né, on a joué dans un festival, puis après on a fait une grande tournée en France et en Europe avec ça. Mais en même temps, la découverte, et c'est là où ça s'est passé, que j'ai fait des installations, c'est que on avait réussi à ce que des postes, des écrans, soient synchronisés, qu'une chose passe dans un autre, dans un autre, dans un autre. Et c'est là que, pour la Biennale, il y avait la Biennale de Paris, j'avais juste l'âge d'en profiter encore, Oui, puisque parce que c'était la c'était Biennale des limite jeunes, à 40, moins de 40 ans, j'aurais eu quoi. 40, Oui, je c'est ça. pense, la Biennale des jeunes, et c'est là que j'ai eu l'idée d'empiler 4 moniteurs les uns sur les autres et de créer le plein de plumes. Alors, le plein de plumes, il faut raconter parce que, à la différence des tautologiques où il y avait plus souvent combinaison de comédiens et de moniteurs Oui, et de bandes, oui, là, on est avec le plein de plumes dans une œuvre complètement vidéo dans laquelle il n'y a pas de comédien, on n'est pas sur scène. C'est une œuvre qu'on peut mettre dans une galerie, dans un musée et qui absolument. fonctionne toute seule sans qu'il n'y ait personne. Alors là, j'ai créé avec les copains d'époque. Alors, peut-être, il faut peut-être donner leur nom. Oui, oui, oui. Donc c'était toujours avec Patrick Bousquet, surtout avec Patrick Bousquet, et toujours Jean-Michel Champélevier qui nous a donné un coup de main et lesquels j'ai créé donc Vidéo ABI. Là m'est venue l'idée justement, et j'ai fait une sorte de catalogue. Alors évidemment, on était anti-musée, anti-galerie, personne ne s'intéressait à nous de toute façon, qui s'appelle Pièces de musée. Donc, et c'est là que j'ai dessiné une vingtaine d'installations sous forme de dessin. Donc, j'ai cherché plein de principes, dont le plein de plumes qui était à l'intérieur, des rapports, de Donc, l'écran c'était avec de la c'était peinture. donc une série. C'était donc une série
voilà. Mais, de réflexion sur les rapports qu'il pouvait y avoir entre différents moniteurs, donc oui, différents et programmes. des choses extérieures aussi. Et des choses extérieures. Dans une époque où la technologie ne savait pas gérer ça. Et donc, comme il y avait cet appel à la Biennale, j'ai proposé le plein de plumes et au miracle, ils se sont intéressés à ça, et particulièrement, aussi bien le nommer parce qu'il m'a aussi aidé après, Alain Sayag, qui est conservateur au musée du Centre Pompidou pour la photo, mais qui à l'époque était pour la vidéo. Et c'est quelqu'un qui est très très exigeant, qu'on voit beaucoup bouler tout le monde, et il s'est intéressé au plein de plumes, et c'est comme ça que le plein de plumes est né. Alors le plein de plumes, il faut raconter, oui. C'est très très particulier, oui. Puisque, je te laisse raconter. Oui, par exemple, d'abord, il faut savoir que quand j'étais petit, jeune, j'étais asthmatique, allergique aux plumes. Donc ça fait quand même partie plus ou moins inconsciemment de l'histoire. Et puis, une plume qui tombe en temps réel, c'est-à-dire le temps réel, la réalité, dans la télé. Toujours c'était le rapport à la télévision. Hein. Dans la télévision, ça se fait pas. Oui, d'autant qu'on était encore à l'époque où on n'était pas très très loin des télévisions noir et blanc, et quand ça ne marchait pas, noir et blanc, oui, et quand ça ne marchait pas... La télévision était couleur et moi j'étais noir et blanc. Vidéo. Voilà, mais on était encore très proche, c'était le début des années 80, Absolument. La télévision noir et blanc qu'on l'on connaissait à l'époque était encore pour l'essentiel en noir et blanc, oui. Et je me souviens quand ça ne marchait pas, on avait un écran... Oui. Plein de plumes, enfin un écran gris, de plein de neige, on parlait de neige, mais enfin la neige, la plume... Oui, enfin des petites choses voilà. Blanches qui n'arrêtent pas de bouger. Et donc, en plus, ce rapport à la télévision, où toujours il y a le hors-cadre, moi je suis beaucoup, je l'ai développé dans Vidéo Circus, le hors-cadre, quoi, parce que c'est tout petit quand même, une télé, donc le hors-cadre compte énormément. Donc l'idée c'était, j'avais fait ces dessins, je les avais commentés, voilà, et c'est là qu'à nouveau, et pour la dernière fois, Stadler a dit, ah mais si tu as ce plein de pubs à la Biennale, moi je veux bien faire une exposition pendant la Biennale de tous les dessins. Et, mais il me dit, évidemment, il faut créer une autre installation dedans. Et là, ça a été une installation qui s'appelait Autobus, Auto évidemment comme le prénom allemand, Bus, que j'ai fait avec mon premier sponsoring, enfin entre guillemets, de la RATP, c'est-à-dire qu'ils m'ont prêté un arrêt de bus. Moi j'ai fait un personnage en carton, enfin habillé avec des vrais habits, qui au lieu de tenir 2 valises, tenait 2 moniteurs vidéo. De téléviseurs. Et donc on me voyait dedans prendre le bus pour aller d'un moniteur à l'autre. Et il y avait une voix qui a rendu fou Stadler, qui disait « Otto attend le bus arrive, Otto monte dans le bus, etc., etc., qui se répétait toute la journée. » Et une autre œuvre, qui était aussi dans cette série, qui s'appelait « Chantier interdit au public », qui était une grande peinture, j'ai encore des photos, une grande peinture faite à grands coups de couteau, comme si un moniteur vidéo, parce que c'est une grande peinture verticale, laissait sa trace au haut de la peinture et était tombé, explosé par terre. Et donc on l'avait explosé évidemment par terre, et j'avais mis toutes sortes de jouets pour montrer une ambiance de chantier, quoi. Chantier interdit au public, voilà, avec des barrières de chantier, voilà, donc un rapport entre cette peinture et ce meuble, toujours ce meuble qui avait glissé. Le plein de plumes, ça a été... Attends, avant qu'on revienne au plein de plumes, tu me dis, il y a une exposition chez Stadler. Stadler est un galeriste qui a fait fortune en vendant Mathieu, ta pièce, enfin une grosse collection. Une grosse collection. Des abstraits américains. Abstraits américains, en travaillant de manière classique. Oui. Là, il se trouve avec des œuvres qu'il est difficile de vendre, qu'il est même... Alors, comment se passe un peu l'économie de l'affaire? Stadler, je pense, a été formidable. De m'accepter plusieurs fois dans sa galerie avec des œuvres pour faire des expositions où il n'y avait véritablement rien à vendre. Mais dans certains cas, il y avait possibilité de vendre, ou au moins de se dire je vendrai dans 10-15 ans, quand il y avait des tableaux, de la peinture. Oui, mais enfin, entre des sculptures en papier, un environnement fait de morceaux de bois et de papier d'aluminium, etc., une performance avec mon premier Digiden, donc tout. Non, mais il était intéressé, d'abord, c'était nouveau quand même, on commençait à parler de vidéo, donc je trouve qu'il a été très très... pionnier, oui. Oui. Il a voulu
Et maintenant, ce qu'on fait maintenant, les circonstances fait qu'il a collé à l'événement de la Biennale. Donc pour lui, c'était intéressant aussi. Oui, mais enfin, alors c'est on comme... pouvait vendre des dessins. Vous pouvez vendre des dessins, oui. On pouvait, parce que là, c'était des dessins sur un format raisin, donc 50 sur 65, proprement présentés etc. Et il y a eu beaucoup de monde à l'expo. Donc, ça intéressait beaucoup les gens. Donc d'un point de vue économique... C'était ambigu, c'était les premiers storyboards. Tout à fait, mais d'un point de vue économique, parce que c'était quand même une de ses préoccupations, j'imagine, c'était son métier. Oui, il y avait ce désir qu'on a vu avec des gens comme Christo, par ailleurs, oui. qui était à la fois de faire des objets ou des événements oui. qui ne sont pas commercialisables, oui. mais d'avoir à côté, dans ton cas les storyboards, dans le cas de Christo, quelque chose d'équivalent. Mais Christo, moi j'ai rencontré des collectionneurs de Christo à New York, quand je suis allé à New York, par des gens au hasard. Christo finance entièrement ses installations grâce à tous les dessins préparatoires des installations qu'il vend très cher aux collectionneurs. Donc c'est la même idée, c'est le même modèle que le storyboard. Tout à fait. Mais quand même, la vie est drôle, puisque Christo a commencé dans juste l'impasse qui est en face de la Barrée avec des bidons, en face de chez Stadler. Moi aussi, je découvrais. Christo avait une autre manière de... Bien sûr, j'ai pensé à Christo, tu as tout à fait raison, en disant je vais vendre mes dessins et puis ça va me financer. Bon, ensuite, ça ne marche pas, c'est autre chose. J'ai vendu aucun dessin, sauf dernièrement grâce à toi. Sinon, parce que les gens, tu comprends, ça reste, si on parle un tout petit peu d'économie, parce que l'économie est toujours présente partout, si c'était des dessins, il faut se remettre dans l'époque, c'était des dessins, vraiment des dessins, les gens peuvent acheter. Mais là, c'est entre le dessin, le schéma... oui, c'est un côté un peu technique, comme un storyboard, oui. C'est un peu technique. Alors, est-ce qu'on achète des storyboards? Tu comprends? Maintenant, oui. Mais en cette époque-là, non. Non, enfin, pour un marchand, c'est pas absurde de se dire, oui, je prends ça, je le mets dans ma cave, et puis je le vendrai dans 15-20 ans. Donc, revenons peut-être maintenant au Pleine Plume. Oui. Donc, il faudrait peut-être raconter en 2 mots de quoi il s'agit. Oui. C'est un jeune homme que l'on voit, enfin, ce sont 4 moniteurs. Il y a eu 2 versions, oui. Pour avoir la petite histoire. Mmh. La version des années 80, quand il a été créé, c'était Patrick Bousquet, mon collaborateur, toujours à sa manière Buster Keaton, dont on voyait la tête en haut du premier moniteur. Oui, parce qu'il y a 4 moniteurs superposés. 4 moniteurs superposés. Alors, 1, 2, 3, 4, comme ça. Et on voit sa tête. Puis, il commence à prendre une plume, et la plume se met à traverser en temps réel d'une plume, et à se poser sur le fond du dernier moniteur. Puis 2 plumes, puis 3 plumes, puis des paquets entiers de plumes qui tassent. Alors, tout d'un coup, tu vois 4 télévisions, et tu vois que ça se tasse. L'électronique a disparu. L'écran devient blanc. Ben, l'écran devient... non, mais c'est comme si on était dans la réalité. Alors, on est dans des télés. Et puis, quand le Pleine Plume ne pas jusqu'au-dessus de la tête, ça se vide, et puis ça recommence, et puis etc., etc. Avec une musique de Lee Lundy, qui était le compositeur avec lequel je travaillais à l'époque, qui était encore aux États-Unis, ou peut-être déjà... Aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, oui. Donc qui a fait un mixage de musique de, je sais pas, 1 millier d'oiseaux, voilà, ça commençait par le chant du coq, bien sûr, et voilà, c'était la bande-son. Alors, c'était tout simple. C'est noir et blanc, bien sûr. Alors, quand la plume tombe, comme c'est noir derrière, il y a ce qu'on poursuivait pour l'enlever ou pour l'accentuer en vidéo, une rémanence, c'est-à-dire que le blanc laissait un filament de lumière derrière, donc ça c'est très très joli. Alors ça joue tout seul. Et on l'a fait en 6 minutes. Parce que Georges Boudaille à l'époque, qui était le patron de la Biennale de Paris, avait fait un accord avec la SFP, qui était à l'époque l'organisme de télévision, etc., pour qu'on puisse tourner le Pleine Plume. Alors là c'est assez rigolo parce que on a parlé avec des techniciens qui avaient l'idée de dire ben, c'est normal, c'est de la télé. Ben, on filme des plumes et puis après on fait un montage. Le montage, monter des plumes raccord entre elles, ça ne marche pas. Alors l'idée est beaucoup plus simple, construire une boîte noire avec un verre devant,
sans fond noir pour le dernier moniteur, pour qu'il y ait la personne derrière. Il y avait 2 personnes de chaque côté qui lui passaient les pubs, hors champ, et simplement de jeter les pubs jusqu'à temps que ça soit plat. Et là, 4 caméras filmaient chacun des écrans juste avec le raccord d'écran à écran, et était inventé par un technicien à Beaubourg pour la première fois des boîtes, une boîte noire quoi, qui permettait de synchroniser les magnétoscopes entre eux. Voilà. Donc ça a été tourné comme ça. Alors, ça a été tourné le temps qu'on jette les pubs. Donc c'est assez amusant, c'est qu'il y a à la fois une œuvre que tu as dessinée, que tu as imaginée, et en même temps une collaboration, un travail d'invention, oui, d'invention des techniciens qui n'avaient évidemment jamais fait ça. Mais non. Et puis alors, autre anecdote, Patrick Bousquet qui a été acheter des plumes, et ça coûte très cher les plumes, on n'avait pas un rond pour faire ça, quoi. Va chez un matelassier, ce qui est normal, alors donc le matelassier lui demande la plume de canard, la plume de je sais pas quoi, de poule, et puis si c'était bon, il voulait à côté hiver, été, etc. Et Patrick a dit tout simplement, mais non, c'est pour mettre dans la télévision. Je pense, il m'a raconté que le type a dit, attends, t'as tout gratuit. Il a offert les plumes, mais il dit, je vais aller voir. Donc c'était quand même assez rigolo, quoi. C'est vrai que tu vas chez sa matelassier pour lui dire, je jette des plumes dans la télé, où il te prend pour un dingue, où il est curieux, comme il a été, et bien il nous a offert les plumes. Parce qu'il y en avait pour vachement cher de plumes. Bien sûr, oui. Et donc ça, c'était la version 80, avec les magnétoscopes 3/4 rhumatiques de l'époque, dit format institutionnel, etc. Et elle a tourné comme ça, parce qu'elle a commencé une tournée à partir de 80. Cette vidéosculpture a commencé une tournée qui a duré jusqu'il y a quelque temps, puisque la vidéosculpture est maintenant chez toi. Mais, un jour, les bandes étaient foutues. Alors, grâce à une exposition en 90, je pense, à Singapour, où le ministère des Affaires étrangères montrait genre la cité des sciences de Singapour, les nouvelles technologies de la France, la fusée Ariane, etc. La conservatrice, Florence Besset, le ministère des Affaires étrangères, ils avaient oublié que les nouvelles technologies, ça pouvait être dans l'art aussi. Alors grâce à un ami, Pascal Gallet, qui nous a beaucoup aidé la vidéo à ses débuts au ministère des Affaires étrangères, on est venu me voir en disant, mais vous allez faire quelque chose. Alors, on commence à dire, oui, mais ce serait bien, il y a la Joconde, etc. Moi, j'ai dit, écoutez, ce que vous me demandez dans le temps qu'il demande et ce que ça va coûter, c'est pas la peine d'envisager quoi que ce soit. J'ai dit, donc moi, je suis prêt à réadapter ce que j'ai déjà. Donc, on m'envoie la conservatrice, qui voit le plein de plumes en train de fonctionner, puis les petits gym tracking dont on parlera plus tard, et ça a vraiment bien marché. J'ai proposé une installation avec ça, j'ai dit, vous en faites pas. Eh bien, le plein de plumes s'est retrouvé dans l'entrée d'exposition française, comme ça, dans un sas d'entrée, et tous les gym tracking se jouaient absolument partout, parce que j'avais fait un système de façon à ce que, au fur et à mesure qu'on se déplace dans l'exposition, c'était déjà la scénographie, à partir d'une même source, tu retrouvais évidemment des gym tracking différents qui tout d'un coup envoyaient une fusée, sortaient le TGV de sa manche, etc., etc. Et pour faire ça, on commençait à être... la sculpture avait beaucoup voyagé, elle était à Hong Kong, au Canada, au Centre Pompidou, à la Villette, enfin vraiment, ça tournait énormément. Et parce que j'avais commencé les expositions de storyboard en même temps. Et puis, voilà, et c'est là que grâce à cette expo, on a pu la refaire. l'AFA a acheté les vidéodisques, on a fait, ça a coûté très très cher, et surtout ce monolithe en fer qui contient tout, quoi, parce que je voulais une sorte de monolithe très sec comme ça, pour que les plumes s'expriment dedans. Et voilà, donc on a changé la technologie, mais j'ai dû le retourner. Donc il a fallu parce prendre un nouveau comédien. Alors là, avec Alain Brec, qui est une personne avec Viva Vidéo, qui a beaucoup distribué mes expos à l'étranger, il a monté un nouveau système de montage. Et on a fait venir un mime
de Montpellier qui est devenu Monsieur Plume et qui reste Monsieur Plume depuis, quoi. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, bon, indépendamment de l'anecdote, il y a le fait qu'on s'aperçoit que ce sont des œuvres qui ont des durées de vie extrêmement courtes. La technologie bougeant très rapidement, Oui. on se trouve avec des œuvres qui vieillissent extrêmement vite. À l'époque, il n'y avait pas de numérique, et les technologies, tu nous parles du matic, de toutes choses qui ont disparu, qui ont complètement disparu. Complètement disparu, l'umatic, après même le format broadcast, du BVU, le 1 pouce, le 2 pouces, le 1 pouce, etc. Tout ça, évidemment, là, mais c'est traduit en numérique. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui... Le pub est analogique, mais en numérique. Tout à fait. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes ces œuvres, parce que tu n'es pas le seul, à l'époque d'autres se sont mis à faire de la vidéo, toutes ces œuvres, il faut soit les traduire, les transcrire dans les nouvelles technologies, soit elles disparaissent. Absolument, mais c'est ce que fait la BNF, parce que la BNF m'a contacté pour les bandes, pour me demander si je voulais les donner à la consultation publique. Moi, je suis tout à fait d'accord, dans le cadre de la BNF, c'est hors droit de tout, quoi. Et moi, je suis tout à fait d'accord, parce que les jeunes demandent où voir les choses, nulle part. Et alors, je l'ai fait, mais il y a 2 ans. Eh bien, j'avais encore des 3/4 rhumatiques qui commençaient à coller les bandes. Alors maintenant, tout ce que j'ai fait, au moins sur bande, est à la BNF, qui s'engage à les conserver, même si les supports changent. Et à les mettre à jour, donc. À les mettre à jour, mais technologiquement, si un jour on a un autre support, ils le font ad vitam aeternam. Ce qui représente un budget considérable pour eux. Plutôt pas mal, oui. Mais oui, supérieur à quand on garde des livres. Oui, mais eux font ça, quoi. Oui, tout à fait. Comme ils essaient de numériser tous les livres. Et moi, je conseille à mes copains de l'époque, enfin ceux qui ne pensent pas qu'ils ont fait des œuvres qui vont valoir des millions, leur bande vidéo, dans 200 ans, de faire la même chose. C'est-à-dire, c'est de la consultation publique, les jeunes ont besoin, les chercheurs, ils ont ça, donc tu es dans les catalogues, et c'est conservé. Parce que beaucoup de bandes vidéo de l'époque, et j'en ai fait sauver quelques-unes parce que quand j'étais à la SCAM, la Société des auteurs, organisée avec les vieux copains de la vidéo, Jean-Paul Fargier, qui était critique à l'époque, Jean-Marie Duhart qui a monté le festival de Montbéliard, qui a été le festival vidéo international, avec Alain Burros, qui a été le directeur de tous les programmes courts pendant 20 ans à Canal+, de faire « Il était une fois la vidéo », c'est-à-dire d'aller rechercher au moins pour la vidéo française, depuis la vidéo militante jusqu'aux années 87, je crois qu'on a fait. Et ça commence par le début de la vidéo, un interview de Genet absolument étonnant. Après, tu vois, il y a le phare, il y a Delphine Seyrig, toute cette vidéo militante. Puis on voit l'évolution, comment sont arrivées les machines, les trucages, la couleur au début, voilà, c'est solarisation. Et puis les artistes, et puis après la dramaturgie, l'humour, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est une histoire. Bon, hélas, elle n'est pas construite, mais... Mais enfin, bon, c'était le début de l'archivage. Alors, revenons, tout à l'heure, tu nous disais, en même temps, pour cette exposition de Singapour, en même temps que je présentais, qu'on rééditait le Plein de Plume, mais il y a Jim Tracking. Alors, Jim Tracking, c'est autre chose. Tu peux nous raconter un petit peu l'expérience de Jim Tracking, ce que c'était, le projet, et puis comment ça a évolué? Mais juste avant, c'est par rapport au tautologique quand même, parce que je n'avais jamais fait de télévision. Il est arrivé que le service de Alina demande qu'on vienne travailler là, parce qu'on avait fait des tautologiques qui étaient un truc complètement désopilant. Et donc on a fait une adaptation des tautologiques pour la télévision, en découvrant ce que c'était la technologie. On était, je crois, dans le service de formation, quoi. Et on ne savait même pas ce qu'était une incrustation, qui est cette couleur qu'on peut transformer en image, etc. Je me rappelle, on voyait des fonds orange, on voyait des fonds bleus. Donc nous, on portait des combinaisons orange quand il y avait un fond bleu et des combinaisons bleues quand il y avait un fond orange. Et on a découvert, là, l'incrustation. Et tout de suite, j'ai proposé les vidéos flash, qui est aussi un jeu avec les télévisions, etc., qui emploie l'incrustation, qui a été mon deuxième, qui était une suite de petits programmes courts, cette français-là, qui a été tout de suite enfin qui a fonctionné
Et qui a été diffusé à la télévision, là. Ah oui, oui, oui. Tout à fait. Mais tout a été diffusé, et les vidéos flash ont absolument... Et à quoi ça ressemblait, les été vidéos partout. flash? Tu peux nous décrire? C'était aussi quelque chose à l'époque, Bob Wilson avait fait à Beaubourg 50 petits formats courts. Ce qui m'a donné l'idée de faire des formats courts. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de diffusion pour les formats courts. Bien sûr, oui, ça n'existait pas, Canal+. Et donc, je crois qu'on a fait une dizaine de fois 3 minutes, 4 minutes, etc. Et ce qui nous permettait d'apprendre la télévision, sauf que je faisais de la télévision avec la télévision dedans. Et toujours les acteurs, c'est-à-dire très théâtral, en fait. Ça restait très théâtral. Et alors, c'était diffusé quand? Ça, c'était sur Canal+, c'était des séquences qui duraient quelques minutes? Qui durait moins d'une minute. Moins d'une minute, c'était diffusé... par exemple, il y en a une qui est devenue très très connue, qui s'appelle, même qui a été publiée en photo des fois à des fins que je ne voulais pas, qui est, par exemple, on voit dans l'écran deux télévisions superposées. À côté, il y a une madame très kitsch, voilà, qui est en train d'éplucher des carottes. Et dans la télé du haut, il y a de l'eau. Voilà, mais ce qui est fait, c'est qu'elle prend des carottes et elle les jette dans la télévision. Et tu les vois vraiment plonger dans la télévision. Alors elle épluche toutes ces carottes, elle les jette évidemment synchro. Et à la fin, elle appuie sur la télévision du bas, puis là, il y a le feu, et évidemment, ça se met à bouillir, quoi. Ça s'appelait la soupe télévisuelle, et ça circule absolument partout. Enfin, c'était plein de choses de ce style-là. Donc, il y a un petit côté performance, quoi. Oui, est-ce qu'il y avait là une influence, il y avait une émission de télévision à l'époque qui était un petit peu, qui jouait sur ces choses-là, ou une émission, je ne me souviens plus très bien, mais où on voyait notamment un bébé, un baigneur dans... Ah ben c'était Averti. Averti, voilà. Est-ce qu'il y avait... dans sa pleine apogée, voilà. On nous appelait les enfants d'Averti. Voilà, c'est ça. Alors que notre inspiration ne venait pas du tout de là. C'était totalement différent, mais... C'est marrant, quoi. Oui, tout à fait, mais il y a eu... Oui, des bébés moulinettes, oui, bien sûr. Et lui employait l'incrustation à fond, il a inventé plein de choses. Hein, mais aussi, il y avait, en Belgique, un véritable magazine télévision, qui a été un magazine international, fait par Jean-Paul Tréfoy, je ne me rappelle plus comment s'appelait le magazine, mais un vrai magazine qui existait une fois par mois. Et avec il y avait Bob Ashley à l'époque, qui faisait tourner à la RTBF de Liège. Ah oui, donc il y a eu à ce moment-là tout un mouvement en Belgique de recherche autour de la... Ah, mais en Belgique, c'est fou. Le nombre... On a été jouer les tautologies, je crois, 3 fois. On a fait des expos en Belgique. La Belgique bougeait énormément, avait des lieux pour la vidéo. Il y avait une véritable émulation. Et puis des artistes, comme les Nitz, dont il va y avoir un hommage là bientôt, parce que les deux sont morts. Il y avait Marie-Jo Lafontaine, qui est devenue une artiste plus art plastique, mais qui faisait ses premières installations. Avec à la Biennale, la Marie Salope, je me rappelle, il y avait une émulation absolument incroyable. Ils exposaient Vostel, Peck, nous, oui. Et c'était le centre, ça se passait en Belgique. C'était le centre européen, voire peut-être mondial, de la vidéo. Enfin, encore que. Il y avait les États-Unis. Il y avait aux États-Unis, autour de Nam June Paik, des tas de choses. Mais il y avait même un groupement à New York qui commençait à conserver les vidéos des artistes américains. Etc. Mais ça commençait à bouger, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a eu deux écoles, enfin, le mot école est peut-être mal choisi, enfin, deux écoles de la vidéo dans ces années 80, les États-Unis, New York, autour de Nam June Paik et qui est venu du cinéma expérimental, et de la musique, du cinéma expérimental et de la musique, tout à fait. Et puis en France, enfin pas en France, en Europe, et plus particulièrement en Belgique, avec des gens venant d'Allemagne comme Vostel, de France comme toi, et probablement d'ailleurs, de Grande-Bretagne ou d'ailleurs. Ah oui, les Anglais, bien sûr, qui eux aussi, beaucoup d'années après, ont fait un magazine spécial vidéo international. C'est John Wyler qui faisait ça, ça s'appelait Ghost in the Machine, dans lequel j'ai eu le plaisir d'être sur ma tête de concours.